Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes pour la période du 20 au 28 octobre 2021, la troisième phase de la première lune d'automne. Donc, nous allons faire le tour de ce qu'il y a à voir cette semaine dans le ciel et des événements qui se produisent entre le Soleil, la Lune, les planètes, qui ne sont pas tous visibles, mais qui sont intéressants. On fait la chronologie de tous les faits célestes. Alors, tout d'abord, eh bien, une petite présentation là, de la semaine. Donc, nous allons de la pleine lune, le mercredi 20 à 16h56, au dernier quartier, le jeudi 28 à 21h, non, à 22h04. Donc, c'est une semaine de 8 jours. La semaine prochaine, on va se décaler d'un jour. On enregistrera les vidéos tout le mercredi. Ben là, cette semaine, j'ai fait un petit peu différent, étant donné que j'étais occupé toute la journée. Donc, j'ai fait une mardi et une mercredi. Donc, de la semaine prochaine, ce sera mercredi à 18h pour la présentation du bulletin astronomique de la semaine suivante. Donc, nous partons de la pleine lune. Alors, la pleine lune, ben, c'est toujours spectaculaire. Donc, je vais partager l'écran tout de suite. Nous allons sur Stellarium. Je partage l'écran et nous allons sur Stellarium. Voilà. Tu vois bien Stellarium? Mon écran Stellarium, Hervé? Ça marche. Ça marche. Alors, c'est parfait. Donc, nous sommes donc là le mercredi 20 octobre à l'heure du coucher du soleil. Donc, chez moi, c'est 18h56. Bien entendu, ça varie selon l'endroit où vous habitez. Si vous habitez plus à l'est, c'est plus tôt. Si vous habitez plus à l'ouest, c'est plus tard. Il y a un décalage de 4 minutes par degré de longitude. Et après, si vous êtes au nord, dans cette saison, c'est plus tôt. Et si vous êtes au sud, dans cette saison, c'est plus tard. Voilà, alors grosso modo, à l'heure du coucher du soleil, demain soir, donc c'est le soir de la pleine lune, le soleil se couche donc. Alors il y a Vénus, on ne la verra peut-être pas tout de suite, on va y revenir. Et on se tourne à l'opposé du soleil donc, et on va voir si on voit la lune. Pas encore. Comme la pleine lune est, elle est à 16h57, donc qu'est-ce qu'on a dit? Oui, 16h56, c'est pourtant assez tard dans l'après-midi. Elle n'est pas encore levée car elle est encore en latitude sud. Alors, on va l'attendre un petit peu. J'avance les minutes. On la guette du côté de l'Est. La voilà. La voilà. Elle se lève 20 minutes après le soleil, pratiquement. Un bon quart d'heure. Donc, le soir du 19, elle s'est levée à peu près au coucher du soleil. Et le soir du 20, elle se lève une vingtaine de minutes après le coucher du soleil. Donc, ensuite, on va la suivre au cours de la nuit. Donc, elle est bien pleine. Je peux grossir pour qu'on la voie. Sinon, je peux faire un grossissement artificiel, on voit sa phase. Alors, je vais peut-être le faire, c'est plus intéressant, parce qu'on va la suivre. Dans sa phase. Alors, je me remets un champ de 60 degrés, à peu près. Hein. Et donc, on tourne le dos au soleil, puis à l'opposé, à peu près, nous avons la Lune qui se lève une vingtaine de minutes, donc après le coucher du soleil. On va la suivre au cours de la nuit. Donc, elle est devant la constellation des Poissons et elle va rentrer dans le signe du Taureau à 21h58. Alors, on la suit, là, il est 21h14. J'enlève un peu les étoiles filantes. Vous voyez, il va y avoir plein d'étoiles filantes, mais ce n'est pas sous la pleine lune qu'on voit les étoiles filantes. Mais il y a plusieurs essaims d'étoiles filantes, donc on va pouvoir en observer pas mal cette semaine. Il y a 2 maximums, on verra ça tout à l'heure, lesquels c'est. Il y a 2 maximums d'étoiles filantes et plein d'essaims, donc les taurides et tout ça. La Lune n'est pas loin. Donc, vous voyez Uranus ici. La Lune est devant la constellation des Poissons. Elle est en train de passer devant
un peu la baleine et elle arrive devant le bélier. Je peux afficher aussi les limites. Et poisson, c'est découpé comme ça. Baleine, la voilà. Alors, donc, la Lune va faire un petit passage devant la baleine pour se retrouver ensuite devant celle du bélier. Alors, j'enlève les limites. Nous sommes donc à 22h14. Ben, elle va grimper dans le ciel hein, et elle va culminer aux alentours de minuit, bien entendu, c'est la pleine lune, enfin du milieu de la nuit. C'est le minuit, donc on a encore 2 heures d'avance sur le soleil. Hein, on va passer à l'heure d'hiver le week-end du 30 la nuit du 30 au 31 octobre, puisque ça tombe samedi, dimanche cette année. Donc apparemment, oui, on repasse bien à l'heure d'hiver. Encore heureux, parce qu'il était question qu'on reste à l'heure d'été tout le temps, et ce serait, je trouve, très difficile à vivre l'hiver. D'avoir un soleil qui se lève que vers 10 heures du matin, et ça ne sert à rien de traîner jusqu'à 18 heures. Mais bon, 18 heures, 17 heures, il fait glauque, c'est pareil le soir. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que plus on se décale du soleil, moins on est dans les clous. On se décale de plus en plus de la nature. On se recale malgré tout, parce que du coup, on fait midi à 14 heures, quoi, ça arrive. Il n'y a qu'à voir aussi Moi, comment… ce qui me gêne le plus, c'est de changer d'heure. Eh Après, oui, je crois, ah bah oui, parce qu'après, le nom, oui, c'est ça, ces changements, ça perturbe tout le temps. Bon, enfin bref, on est encore à l'heure d'été, le 21 octobre, et toute la période là qui nous concerne cette semaine, jusqu'au 28, on est toujours avec 2 heures d'avance sur le soleil, donc l'heure de culmination nocturne, ben, c'est vers 2 heures du matin, un petit peu avant, en raison de l'équation de temps, elle va arriver bientôt à ce second maximum négatif de l'année. Donc en fait, le jour se décale, il diminue, mais il y en a plus pour l'instant sur le matin. Voilà, il se décale moins, on en perd moins le matin, si je me trompe pas. Je crois que c'est ça. Donc, suivons notre pleine lune. Donc, elle est devant la constellation des poissons. Elle culmine vers 2 heures du matin. Et on la retrouve, bien sûr, en fin de nuit sur le couchant. Et elle va se coucher. À quelle heure elle se couche par rapport au soleil? Elle va se coucher le 20, 8h50 pour un soleil qui se lève à 8h14. Donc, elle va se coucher après le lever du soleil. Et ensuite, bien sûr, de soir en soir ou de nuit en nuit, eh bien, on va la surveiller de nuit en nuit. Alors, je vais revenir le 20 au soir. D'abord, on va regarder un petit peu le ciel en dehors. On remarque la nuit de la pleine lune. Hein. Donc, comme je vous ai dit, on verra Vénus, bien sûr, en début de nuit, donc le 20. Vous voyez, la lune est proche d'Uranus, elle y est conjointe le 20, enfin le 22 à 0 heure, quelque chose. Donc, du côté de l'ouest, c'est nuit, toutes ces nuits. Hein, je suis allé trop loin. D'ailleurs, on voit déjà plus Vénus, elle est couchée, vous voyez, à 20h55, elle est couchée. Elle est toujours assez bas, mais quand même, elle prend un petit peu de distance du soleil, et de toute façon, elle brille très fort, donc on la voit, mais elle est toujours bas sur l'horizon. Elle va pourtant arriver à son élongation maximale le 29. Très, voilà. Donc, elle se couche à peine 2 heures après le soleil. Mais on la voit très bien, c'est Vénus. Toujours devant la constellation du Scorpion. La semaine dernière, elle était conjointe à Antares, vous voyez, qui est là, donc vraiment qui se couche très vite. Là, il est 19h55. Donc, en fait, Vénus, c'est à 20h et après, c'est fini. Et Antares, elle est déjà très, très bas. Elle se couche. Donc, revenons maintenant à la Lune. Bon, on verra les autres constellations. Vous voyez, toujours début de nuit, c'est le Sagittaire et qui finit de passer, et le Capricorne qui arrive à sa culmination. Donc, au-dessus, on a l'Aigle qui a déjà basculé à l'ouest. On a le Dauphin. On a le Cygne. Je vais mettre la petite grille azimutale. Voilà le Cygne très, très haut en début de nuit, passe au zénith. Deneb va passer au zénith.
et Vega de la Lyre, notre grand triangle de l'été, très haut, qui bascule du côté de l'ouest en début de nuit. Donc, je reviens sur le ciel au sud. Donc, on a Jupiter et Saturne qui ne voient pas Jupiter en ce moment. Le soir, c'est la star. Elle brille très fort. Vénus est en bas. Il faut avoir un horizon dégagé pour voir Vénus. Mais Jupiter, elle, on ne peut pas la louper. On la voit bien en début de nuit de n'importe où. Saturne un peu moins bien puisqu'elle brille moins fort. Mais une fois qu'on a repéré Jupiter, si le ciel n'est pas trop sale, on voit Saturne. Donc, elles sont devant la constellation du Capricorne. Et Jupiter vient de reprendre son mouvement direct le 18 octobre, donc depuis seulement 2 jours. Donc maintenant, je vais grossir un peu sur Jupiter. On va suivre son nouveau. On la voyait reculer par rapport à ces 2 étoiles qui sont Deneb el-Jedi et Nashira du Capricorne. Et à partir de maintenant, on va la voir repartir en avant. On la voit maintenant aller, on va pouvoir surveiller son avance soir après soir par rapport surtout à Deneb el-Jedi, la dernière, qui fait la queue du Capricorne. Après, c'est le Verseau. Après, il y a Neptune qui se niche dans les parages. Seulement, on va attendre que la fin de la semaine, la période, quand on arrivera vers le dernier quartier, on sera plus gêné par l'éclat de la Lune pour observer Neptune. À partir de là, ça va être une méga bonne période pour observer Neptune, puisque en début de nuit, elle est haute. Ça y est, elle est passée à l'opposition du Soleil, donc elle est en meilleure posture d'observation en début de nuit. Donc, ça va être le moment, mais en fin de semaine et toute la période, à partir de la fin de cette semaine, pendant 15 jours, Neptune à fond et Uranus, bien sûr, qui ne tardera pas. Donc, les poissons se lèvent en début de nuit, Persée au nord-est qui s'élève, ça c'est Persée, je peux mettre les noms des constellations. Au-dessus de Persée, nous avons Cassiopée, au-dessus des poissons et du bélier, nous avons Andromède avec le grand carré de Pégase ici. En fait, ce qu'on voit dans le ciel à l'est s'élever, c'est le carré de Pégase. Alors après, on peut deviner dessous les poissons. On voit bien Andromède, et donc quand il n'y aura pas la Lune, on peut bien profiter de la galaxie d'Andromède qui se trouve ici. Donc au nord-est, Persée, Cassiopée qui s'élève, Capella qui se relève, pour ceux qui sont en dessous du 47e parallèle à peu près, sinon elle reste au-dessus de l'horizon. La grande ours qui se précipite vers le sol, là, qui arrive en rase-motte en début de nuit, et la petite ours et le dragon qui sont basculés du côté de l'ouest. Donc au zénith, on a vu Deneb tout à l'heure. Au nord-ouest, on a Arcturus qui s'en va, disparaître un petit moment, pas très longtemps. Après, elle va se coucher quand même, elle est bas. Et puis nos figures donc à côté du Bouvier, nous avons la couronne boréale et Hercule. Donc, quand il n'y aura pas la Lune, il y a des choses sympathiques, bien sûr, à observer. Voilà pour le ciel de début de nuit. Je suis resté coincé sur Neptune. Eh bien, maintenant, on va suivre la Lune de soir en soir, car de soir en soir, elle va se lever plus tard. Donc ici, on verra bien un peu plus tard dans la nuit, j'avance d'une heure ou deux. Il est maintenant 22 heures. On a 22 heures, allez, 23 heures. Tiens, c'est le moment où culmine Faux Maillot du poisson austral. On la voit bien, l'étoile. On voit, il y a Jupiter, il y a Saturne, et puis après, dans le coin, il n'y a pas d'étoile brillante à part Faux Maillot, donc en dessous de Jupiter. Tiens, Didier. On va voir s'il arrive à se connecter. Donc, voilà, la Lune, ça, c'est le 20, donc à peu près 23 heures. Donc, elle est déjà haute dans le ciel, vous voyez. Le Taureau s'est levé. C'est vrai qu'au cours de la nuit, en cette saison, on assiste au lever donc, des Pléiades en tout début de nuit, d'Aldébaran donc vers 22 heures. Une heure plus tard, nous avons Orion, 23 heures, minuit, pardon. Vers minuit, c'est Orion qui se lève.
Et faut attendre presque 2 heures du matin pour voir apparaître Sirius. Voilà. Donc, du côté de l'Est, c'est un enchantement permanent. Heure après heure, on a les Pléiades en tout début de nuit maintenant, et puis on voit apparaître Aldébaran, et puis après on voit apparaître les mages d'Orion, et pour finir, on voit apparaître Sirius et Procyon. Sirius du grand chien, la plus brillante étoile du ciel, et Procyon du petit chien. Et puis les Gémeaux et tutti quanti, le grand G de l'hiver, les étoiles les plus brillantes du ciel boréal. Donc, je vous disais la Lune, eh bien, nous allons la suivre soir après soir. Donc là, 3 heures du matin, ça fait un peu tard, on est couché souvent. Donc, on va se mettre pour l'instant à 23 heures, le 20. Donc, allons au jour suivant. Le 21, à la même heure, elle est moins haute parce qu'elle va se lever plus tard. Chaque soir, elle va se lever un peu plus tard après le coucher du soleil. Donc, va avoir des débuts de nuit sans lune. Le 22, elle est plus bas à l'est. Ouais. Le 23, elle est encore plus bas. Elle va être conjointe à Aldébaran. Non, qu'est-ce que je raconte? Oui, elle est conjointe à Aldébaran. Le 24 est devant le taureau et de plus en plus bas. Vous voyez, on va arriver un jour, elle ne va pas encore être levée. Le 25, 23 heures, toujours. Elle arrive devant les Gémeaux. Hop, hop, j'ai une heure de trou, un jour de trou. Le 26, elle est tout juste levée à 23 heures. Le 27, elle n'est pas levée, donc on va se attendre, on va aller voir un peu plus tard. À minuit, elle est levée. Et le 28, bien sûr, à minuit, elle n'est pas levée. Et à 1 heure, elle est tout juste levée et elle est devant la constellation du Cancer. C'est là que se produit le dernier quartier et conjointe à l'amas de la crèche qui est ici. On peut l'afficher. Je l'affiche. Voilà. La lune est grossie là. Donc, on aura notre dernier quartier de lune conjoint à l'amas de la crèche. Donc, évidemment, ce n'est pas le meilleur moment pour admirer l'amas parce que l'éclat de la lune est trop fort, bien entendu. Alors, aurais-je oublié des choses à voir? Oui, alors, je n'ai pas fait toutes les étoiles à laquelle la lune est conjointe cette semaine. Donc, on va refaire un petit tour. Alors, je me remets sur la lune, je recule un petit peu, 43 degrés. Ça, c'est pas mal. J'enlève ma grille azimutale. J'enlève les amas du ciel profond, les objets du ciel profond, parce que je regarde ce qu'on voit à l'œil nu. Les dessins des constellations, bien sûr, les lignes, on ne les voit pas. Les noms des constellations non plus. Je remets un peu les dessins, ça peut aider. Après, les noms, des fois, ça fait un peu surchargé. Alors, reprenons notre lune. Je reviens donc au 20. Voilà. Et on va la voir donc conjointe. Elle n'est pas levée là. Le 20 à 2 heures. Non, c'est qu'elle est haute, elle est haute. Alors voilà, c'est bien levée. Donc le 20, on va rester un peu au milieu de la nuit, comme ça on la verra tout le temps avec quelle étoile ou planète elle est conjointe. Donc là voilà, le 20 à 2 heures du matin. Donc en fait c'est la nuit du 20 au 20, du 19 au 20. Donc passons la nuit du 20 au 21. Donc la nuit de la pleine lune, parce que ce n'est pas la nuit du 19 au 20, c'est plutôt la nuit du 20 au 21. C'est la pleine lune, d'ailleurs, des chasseurs, on l'appelle. Ah oui, j'ai oublié tous les détails de culture populaire sur cette pleine lune d'octobre, celle qui suit la pleine lune des récoltes, qui est la pleine lune les plus proches de l'équinoxe. On l'appelle la pleine lune des chasseurs. Et alors, je peux vous faire vite fait un petit topo sur ce qu'on en dit. L'article sera en ligne bientôt, mais il n'est pas encore. C'est
de ce résumé. Voilà, elle est du cycle lunaire. Dans l'astrologie amérindienne, elle est du cycle lunaire du castor, qui représente le travail, le mystère, la chaleur. Son signe, donc totem, le corbeau, et son clan, celui du papillon, et son allié, le faucon. Bon, ça, c'est l'astrologie amérindienne. Donc, il y a des cycles, les pleines lunes, il y a un cycle des pleines lunes aussi, en plus. Voilà, et donc elle est du cycle lunaire du castor. Et après, elle a son signe, corbeau, son clan, le papillon, son allié, le faucon. Donc il y a des liens dans l'article qui sera très vite en ligne. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. C'est assez... Bon, ceux qui connaissent l'astrologie de chez nous, ben, en fait, on se retrouve. Hein. C'est toujours le même cycle qui est décrit avec différents noms des animaux qui nous entourent, ou des êtres vivants qui nous entourent dans notre environnement. Je reviens sur Stellarium et on va regarder donc après cette pleine lune, la nuit du 21 au 22, on la retrouve sous Uranus, qui est là, donc on ne verra pas Uranus. Et la lune, elle est juste en dessous. Ah, j'ai remis ma grille azimutale, décidément. Aussi un peu, vous voyez, Uranus. La lune est trop grossie. Hein. Il y a combien de degrés? 1 degré 14, elle n'est pas loin. Hein. Elle est 1 degré 14 minutes en dessous. Salut Didier! Ouais, tu as réussi à te connecter, yes! Bon, regarde la lune de soir en soir au fur et à mesure de la semaine. Donc, elle est conjointe à Uranus la nuit du 21 au 22. On continue. On se remet sur la lune. Hein. On va accompagner la lune. Donc, la nuit du 22 au 23 s'approche des Pléiades. Elle est conjointe aux Pléiades le 23 à 10h19. La nuit du 23 au 24, ben, on va plutôt l'avoir conjointe à Aldébaran, du coup. Elle est au-dessus d'Aldébaran. Elle passe en dessous des Pléiades, au-dessus d'Aldébaran. La nuit du 25 au 26, j'en ai pas sauté une. 24 au 25, conjointe à Elnat, du cocher, celle qui fait la liaison entre la constellation du taureau et celle du cocher avec Capella qui brille très fort. Et bien, il y a Elnat. Et quand la Lune arrive en conjonction à Elnat, c'est qu'elle frise sa déclinaison maximale, donc elle ne va pas tarder. Puis elle est hors limite zodiacale, donc elle passe très haut. Quand elle va culminer, elle culmine de plus en plus haut à ce moment-là, à peu près à 70 degrés de hauteur pour chez nous. Je continue, la nuit du 25 au 26, elle arrive devant les Gémeaux. La nuit du 26 au 27, on la voit se rapprocher de Castor et de Pollux, et elle va être conjointe à Pollux. La nuit du 27 au 28, et puis ensuite, pour le dernier quartier, elle est conjointe, comme on l'a vu tout à l'heure, à l'amas de la crèche qui est ici. Je n'ai pas affiché les amas. Voilà pour la tournée des choses à voir. On a regardé, avant on a fait un petit peu la tournée des constellations de ce moment qui se lèvent. Donc en début de nuit, on a toute la section, à l'est, on a le lever des Pléiades, des Barans, des Mages d'Orion. Et tard dans la nuit encore, on a Sirius. Et puis du côté de l'ouest, on a Vénus, enfin sud-ouest, qui disparaît très vite. Et puis on a Jupiter que tout le monde voit, même en ville. Hein. Je suppose, Didier, que tu vois Jupiter de ton balcon, quand c'est pas trop sale, le ciel. Peut-être que Didier ne m'entend pas. Alors, je vais faire simplement maintenant un petit récapitulatif. Ça va bien pour toi, Hervé? Impeccable. Bon. Alors, je me mets maintenant sur mon tableau. Je ne sais pas pourquoi il y a des lignes rouges sur mon écran. Je ne sais pas si vous voyez ces lignes. Vous voyez ma feuille, là, mon PDF en cours de... Enfin non, il est prêt. Très bien.
Ça va être publié soit ce soir, soit demain soir, parce que j'avoue que les vendanges, c'est fatigant et il faut que je me couche tôt. Alors, je ne vais pas faire beaucoup Hein? après ça. Alors, voilà le récapitulatif. Avant, je vous parle un petit peu alors, donc, des étoiles filantes, parce qu'il y en a plein, quoi, bon, avec la pleine lune. Mais comme les débuts de nuit vont être vite libérés de la lune, il y a moyen d'en voir. Donc, il y a les Orionides au maximum le 21, et il peut y en avoir jusqu'à 25 à l'heure, enfin, au taux horaire zénital, jusqu'au 7 novembre. Les Léominorides, donc, qui viennent du Lion, c'est un peu sur le matin, là, seulement, donc ce n'est pas très intéressant. Mais on a aussi les Epsilon Gemini, donc du côté des Gémeaux, du Bélier, du Taureau et d'Andromède. Il y a des étoiles filantes, donc grosso modo, du côté de l'Est en début de nuit. Et un peu plus tard dans la nuit, ça fuse. Donc Epsilon Gemini, Dariétide d'automne, Tauride du nord et sud, et Andromédide. Voilà, puis tout comme il y a Jupiter, il y a plein de phénomènes encore des lunes de Jupiter dont il faut profiter, en particulier un double transit, c'est laquelle nuit? C'est le 20-21, justement, Callisto et Io qui passent en même temps devant Jupiter. Voilà, alors maintenant, on fait la... Ah si, il y a encore à regarder une occultation d'étoiles par la Lune. C'est le 27, la nuit du 26 au 27, donc de 0h56 à 1h45. Ça c'est grosso modo, parce que justement, selon votre lieu, si vous pouvez le timer précisément, ça devient une œuvre scientifique qui va permettre de préciser justement la distance de l'étoile et des trucs comme ça, surtout si elle est double, c'est le cas, je crois. Et donc, il y a une étoile des Gémeaux, 40 Gémeaux de magnitude 6,4, donc pas visible à l'œil nu, mais avec un instrument oui, qu'on va pouvoir observer. Et donc, il faudra observer surtout la réapparition de l'étoile, puisque nous sommes maintenant en lune décroissante, donc c'est intéressant à observer. Quand l'étoile sort du côté ombre de la lune, parce que quand c'est du côté éclairé, la lune, c'est trop brillant. Voilà pour les petites observations de la semaine. Et donc, faisons maintenant notre petit récapitulatif. Donc, il y a en plus tout ce qui se passe en héliocentrique, en bleu, et puis les petits événements de mécanique céleste en déclinaison, en latitude, en distance, en arrivée devant une constellation ou dans un signe, etc., plus certains aspects remarquables au Soleil des planètes. Alors allons-y, mercredi 20 à 1h56, Mercure est au périhélie, c'est-à-dire au plus près du Soleil. Qu'est-ce que j'ai mis? La bourde, il va falloir que je donne des bonus à ceux qui me relèvent les coquilles, parce qu'il y a toujours des coquilles, et je vous jure, j'offrirai bien des cadeaux, parce que des fois, quand je me relis, je me taperai sur les doigts. Périhélie, ça veut dire au plus près du Soleil, mais j'ai dû faire un copier-coller, et paf, c'est très fâcheux. Bon, je suis encore en mesure de le corriger. Donc, Mercure est au plus près du Soleil pour cette pleine lune, donc le matin à 1h56, le 20. La pleine lune advient à 16h56, mercredi 20, donc. Elle marque le 28e degré du signe du Bélier, Soleil, Balance. Elle est dans la constellation des Poissons et le Soleil encore celle de la Vierge jusqu'au 31 octobre. Mercredi 20, toujours après la pleine lune, donc à 21h58, la lune entre dans le signe du Taureau. Nous arrivons à jeudi 21. À 3h du matin, Mercure atteint sa déclinaison maximale. Une petite seconde, il faut que je branche mon ordi. Merci. Alors, Mercure atteint sa déclinaison maximale, c'est-à-dire la plus grande hauteur qu'il peut avoir par rapport au plan de l'équateur céleste. Bon, là, en ce moment, il est en déclinaison sud. Elle est en train de remonter à cause de sa rétrogradation, et puis maintenant, elle va redescendre. Donc, en fait, c'est déclinaison maximale, mais elle est
C'est un moins quand même. Elle était en sud, elle monte, et puis elle va redescendre. Vénus, le 21, également à 17h14, arrive devant la constellation d'Ophiuchus. Elle a pas arrêté là, elle a fait Scorpion, Ophiuchus, Scorpion, Ophiuchus. Maintenant, elle reste devant Ophiuchus jusqu'au 2 novembre. Après, elle arrivera devant le Sagittaire. Jeudi 21, je l'ai noté quand même parce que le carré du Soleil à Pluton, c'était le 17 octobre dans le plan écliptique, mais dans le plan équatorial, ça devient le 21. Alors, comme il y a toujours 3 événements quand il y a une quadrature, en fait, il y a en héliocentre, enfin, il y a l'événement Soleil carré la planète dans le plan écliptique. Là, il y a Soleil carré la planète dans le plan équatorial, et puis en héliocentrique, il y a Terre carré la planète. Donc, il y a toujours 3 événements et je note les 3. Vendredi, c'est des taquineries d'astrologue, vous me direz, mais ça, justement, avec le soriastre, ça a du sens et j'espère un jour pouvoir le développer davantage à ceux qui seront intéressés. Jeudi, c'est déjà ça, c'est bien d'apprendre à penser dans ces différents référentiels, parce que déjà, il faut savoir bien les distinguer. Généralement, on vous sert de tout sans vous distinguer. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de vous amener à les distinguer. Et puis après, de voir ce qu'il y a à comprendre, ce qu'il peut y avoir à comprendre. Nous arrivons à vendredi 22. Vendredi 22 à 0h27, donc dans la nuit du 21 au 22, c'est là que la Lune est conjointe à Uranus et la Lune passe un petit peu en dessous d'Uranus. Mercredi 22, en héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Cancer jusqu'au 27 octobre, donc c'est toute cette période. Samedi 23, maintenant, à 6h51, le Soleil entre dans le signe du Scorpion, donc qui était dans celui de la Balance depuis l'équinoxe, le 22 septembre, 23 même, je crois. Il arrive maintenant dans le signe du Scorpion jusqu'au 22 novembre. Et là, c'est pareil, donc je note également l'événement dans le plan équatorial, donc quand le Soleil passe à 14 heures d'ascension droite, et ça ne se passe pas au même moment, à part au solstice et aux équinoxes, où ça se passe au même moment, le Soleil entre en Balance, il est à 12 heures d'ascension droite en même temps, quand il entre en Bélier, il est à 0 d'ascension droite en même temps, quand entre en Cancer, il est à 6 heures d'ascension droite en même temps, en Capricorne, à 18 heures d'ascension droite en même temps, mais entre les équinoxes et les solstices, il y a des décalages. Et donc, quand c'est l'automne, printemps-automne, eh bien, il passe en ascension droite après son entrée dans le signe en écliptique. Donc, ce sera le 25 à 14 heures. Pas à 14 heures, à 11h24. Le Soleil passe à 14 heures d'ascension droite, le 25 octobre. Mais nous revenons au samedi 23, donc il rentre dans le signe du Scorpion à 6h51 jusqu'au 22 novembre, 2h57. Samedi 23, toujours 9h57, la Lune entre dans le signe des Gémeaux et donc dans la foulée, elle est conjointe aux Pléiades, puisque de nos jours, les Pléiades marquent le premier degré du signe des Gémeaux pendant 72 ans environ, puisque c'est lié à la précession des équinoxes. Donc à notre époque, c'est pratique. Quand on voit la Lune conjointe aux Pléiades, on sait qu'elle entre dans le signe des Gémeaux. Le 23, toujours à 13h47, c'est le jour où elle passe à son nœud ascendant, donc en latitude écliptique nord, au-dessus du plan de l'écliptique. Et samedi 23, on a la Terre dans le plan en héliocentrique, retour du berger à la bergère, enfin, en quelque sorte. Soleil rentre dans le signe du Scorpion, Terre entre dans le signe du Taureau à 13h56, mais comme on est justement en coordonnées moyennes de la date, on est assez dans le réel et donc du coup, ça ne se passe pas au même moment. Selon le système de coordonnées qu'on choisit, on détermine des choses. En fait, il faut savoir aussi que le système de coordonnées, c'est relatif. Il n'y a rien qui est absolu, en fait. Mais un jour, on en discutera peut-être avec Didier, parce qu'il est un peu spécialiste de cette question et aussi des grands cycles. Dimanche 24, on arrive donc à dimanche 24. À 13h07, la Lune sort des limites zodiacales, c'est-à-dire qu'elle va passer
au-dessus de la déclinaison maximale que peut atteindre le Soleil au solstice, donc au-dessus de 23 degrés 26 minutes. Donc elle monte et elle dépasse cette limite qui est par rapport au plan de l'équateur. Ensuite, le même jour, à 17h28, elle est à l'apogée, donc au plus loin de la Terre. Ce coup-ci, c'est la Terre. Lundi 25, donc en héliocentrique, Vénus est à sa latitude maximale, donc le plan de l'écliptique, le plan Terre-Soleil, Vénus, vue du Soleil, elle est au-dessus de 3 degrés 24, vue de la Terre, elle y est aussi, mais elle n'est pas à son maximum, elle l'atteindra le 9 novembre. En fait, en héliocentrique, c'est la valeur de l'inclinaison de la planète sur l'écliptique, donc c'est invariable. C'est toujours 3 degrés 24 minutes pour Vénus. C'est sa latitude minimale, je vous ai dit maximale, en fait minimale, elle est donc en dessous du plan de l'écliptique, ce qui explique qu'elle est vraiment bas sur l'horizon. Heureusement qu'elle est brillante, mais elle est bas et elle a beau arriver à son élongation maximale, elle ne reste pas bien longtemps dans le ciel. Elle est défavorisée dans l'hémisphère nord par le fait d'être en latitude sud, justement, pour la voir. Alors, lundi 25, c'est Mercure qui d'abord arrive à son élongation maximale à l'ouest du Soleil, donc visible le matin, voilà ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Et puis, bien visible. Là, on a 3 bonnes semaines de Mercure le matin, en excellentes conditions de visibilité. Elle s'élève haut, elle prend de l'éclat. Tout va bien pour Mercure. Peut-être je vous donne un petit aperçu, tiens. On va se mettre au matin, donc un jour ou deux avant. Allez, le jour, on a dit le 25, le jour de son élongation maximale. Donc, au matin, on va mettre un son de 50, 60. On va apparaître Mercure, 6 heures. Là, déjà, avant 7 heures, elle se lève. Pour un soleil qui se lève à 8h30, elle se lève pratiquement 1h30 avant le soleil. Donc, à 7 heures, enfin, à 8h moins 5, le soleil n'est pas encore levé. Mais voilà, on a le temps d'en profiter et on la voit. Vous voyez, il y a Arcturus qui se relève en fin de nuit aussi. Donc là, bonne période de visibilité de Mercure jusqu'à la mi-novembre, à peu près. Voilà, je reviens sur mon topo, mais il fallait bien se rappeler qu'il y avait l'élongation maximale de Mercure et qu'elle est en bonne condition de visibilité. Le matin, donc. Nous revenons à lundi 25, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la Lune est conjointe à Elnat, donc c'est l'étoile bêta du Taureau en fait, à 8h31, donc on voit ça dans la nuit qui précède. Je vous donne toujours l'heure de lever ou de culmination ou de coucher, selon la possibilité de voir. Lundi 25, la Lune entre dans le signe du Cancer à 23h. Mardi 26, elle arrive à sa déclinaison maximale, donc passer au-dessus des limites zodiacales, elle arrive à 26 degrés 17 minutes par rapport au plan de l'équateur. Donc après, elle va redescendre. Donc, vous voyez, la Lune est montante toute la semaine jusqu'au 26. Et on a dit aussi qu'elle passait à son ascendant. Donc, en latitude aussi, elle monte. Au départ, elle est assez basse. Mercredi 27, Mercure entre dans le signe du Lion en héliocentrique à 0h17. La Lune est conjointe à Pollux à 22h. Donc, on va voir dans la nuit du 27 au 28. Et à nouveau en héliocentrique, le 28 à 9h06, Vénus est conjointe à Neptune. Le 28, en géocentrique, on revient, la Lune entre dans le signe du Lion. Ensuite, elle rentre dans les limites zodiacales. Maintenant qu'elle a atteint sa déclinaison maximale le 26, elle redescend. Le 28 à 21h56, elle repasse en dessous de 23 degrés 26 minutes. Et le 28 à 22h04, c'est le dernier quartier de lune, donc qui marque le 6e degré du signe du Lion, le soleil étant maintenant dans le signe du Scorpion. Et ce dernier quartier est conjoint à l'amas de la Crèche. Donc, ce n'est pas spécialement le meilleur moment pour admirer l'amas, bien entendu,
Quoiqu'avec des jumelles, on le verra quand même un peu à leur lever, un peu à droite de la Lune, puisque il est au sud. Ouais. Voilà, les amis. Avez-vous. Alors ici, je vous mets toujours le petit résumé aussi pour la visibilité des planètes. Donc, on va pouvoir, à partir du milieu de la semaine, là, pour Neptune, ça va être top pour l'observer. Je reviens vers vous. Tout va bien? Très bien. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup. Ben oui. Bonne soirée. Eh bien, ouais, une très bonne semaine. Ben, à demain, ceux qui veulent suivre les commentaires Oui, à demain, oui. astrologiques. 21h, pareil. Et puis, sinon, ben, régalez-vous bien des spectacles du ciel. N'en loupez pas un, dans la mesure du possible. Donc, Mercure le matin, n'oubliez pas. Parce que le soir, on a Vénus, Merci on a beaucoup. Jupiter. Merci beaucoup, Hervé. Merci beaucoup, Didier. Gros Ouais. bisous. Au revoir. Portez-vous bien. Oui, hein.